Bonsoir madame, bonsoir monsieur, surtout bienvenue dans notre émission Point de vue. Les différents piliers de développement définis par le président de la République dans ses messages trouvent-ils du répondant dans les voyages qu'effectue celui-ci depuis qu'il est au pouvoir? En d'autres termes, les nombreux voyages du chef de l'État sont perçus par les uns comme étant inutiles et donc budgétivores, c'est le point de vue développé par l'opposition, et par les autres comme destinés à sortir la République démocratique du Congo de la précarité socio-économique, sécuritaire et même diplomatique. C'est donc de toutes ces retombées à court, à moyen et long terme des voyages du chef de l'État que nous allons débattre ces jours avec un architecte bien connu, mais je précise que nous recevons ici en sa qualité de politicien. Merci Fiyundo Ndobodi Mokoso, merci d'être des nôtres ce soir et bienvenue dans cette émission. Vous êtes président du parti Orange, un parti qui existe il n'y a pas très longtemps, et vous êtes également coordonnateur de la coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance CAL. Était-il opportun, là nous entrons dans les vifs de notre sujet de séjour, est-ce qu'il était vraiment opportun au président de la République de commencer, de démarrer son mandat avec tous ses déplacements à l'étranger? C'est à croire, en d'autres termes, que le pays vivait dans un vase clos. Oui, il est vrai qu'au premier degré, on peut se dire que le chef de l'État fait de voyages un peu de trop. Mais quand vous entrez dans le fond, vous allez vous rendre compte que c'est hyper important que ce voyage se fasse. Parce qu'il faut se dire d'où nous venons, où est-ce que nous sommes censés aller. Sur le plan diplomatique, il y avait un certain nombre de problèmes, blocage avec de nos relations avec certains de nos partenaires. On va y arriver, oui. Sur le plan économique, il y a eu des problèmes. Sur le plan sécuritaire, il y a des problèmes. Il y a une forte demande de la population sur le plan sanitaire, de l'éducation et autres. Mais pour régler le problème, c'est la loi de l'offre et de la demande. Une forte demande, il faut avoir de l'offre. Pour régler tous ces problèmes, il faut avoir les capitaux. Les capitaux, on va les avoir où? Il faut trouver de partenaires. Mais pour que ces partenaires puissent venir, il faut que leur perception négative sur notre nation change. Donc, il y a des moments où des choses, on ne sait pas envoyer un ministre, on ne sait pas envoyer un envoyé spécial. Il faut que soi-même, on aille débloquer, frayer le chemin, discuter de nouvelles choses, poser de nouvelles bases. Et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Donc, il fait toutes ces tournées pour frayer un chemin qui va faire à ce que les opportunités nouvelles... En ce moment, il n'avait rien trouvé sur la table. Non, il est vrai que quelque chose était trouvé. Il faut dire que les gens ont travaillé. Il y a eu... la nation a existé. Il y a eu des gouvernements, il y a un chef de l'État, il y a eu des élections. Donc, il y a eu le travail qui a été fait. Mais le chef de l'État vient avec une nouvelle politique, une nouvelle façon de voir des choses et de faire. Il a voulu faire table rase. Non, c'est pas question de table rase. C'est question de redonner la République, de rebâtir la République sur une nouvelle voie. Une voie du développement selon la conception de sa vision. Il a une vision pour la nation. Il a mis l'homme au centre. Il veut qu'il y ait une bonne gouvernance. Il veut qu'il y ait une croissance économique durable. Il veut qu'il y ait une solidarité dans la société. Il veut toutes ces choses. Mais pour que cela soit matérialisé, il faut justement avoir des moyens et mettre en place la politique appropriée. Et il faut réhabiliter, reconstruire, refonder nos relations avec nos partenaires. N'oubliez pas aujourd'hui la Belgique, c'est une nation avec qui nous avons des relations historiques. La Belgique joue un rôle géostratégique important en Europe et dans le monde entier. Donc, aller avec cette vision, bâtir une nouvelle nation au cœur de l'Afrique et jouer véritablement son rôle avec des tensions, des partenaires traditionnels, ça tiendra pas. D'accord, monsieur Fillou, mais l'opposition l'accuse, on dit, bon voilà, en tant que chef de l'État, il fuit la population avec laquelle il est appelé à rester au profit des voyages à l'étranger. Non, on ne fuit pas la population. Le chef de l'État, c'est déjà un homme de la population. C'est à croire qu'il faisait très chaud ici. Non. C'est pour justement bâtir, créer la fondation pour que nous puissions avoir des opportunités nouvelles. On parle, c'est vrai, on va revenir sur la question budgétaire. On parle de 7 milliards de budget. C'est vrai, mais pour avoir un budget conséquent, plus élevé, il faut de nouvelles opportunités qui créent des nouvelles lignes budgétaires. Mais pour avoir ces nouvelles opportunités, on a l'obligation de renégocier des nouvelles choses, parce que ce qui est fait
aujourd'hui, c'est fait avec les choses qui existent. Il faut créer les choses qui n'existent pas. Il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Et pour sortir de cette zone de confort, donc, il faut créer du nouveau. Mais dites-moi, M. Feyo, le chef de l'État veut vendre quel pays, quelle image du pays il veut présenter? Mais aujourd'hui, l'image du pays du Congo a toujours été présentée. En fait, sa vision, c'est ça. Justement, oui. Le Congo a toujours été présenté comme un pays à problème. Un pays où les gens doivent venir aider, sauver, tout ça. Mais le chef de l'État aujourd'hui présente le Congo comme une terre d'opportunité, comme une terre qui peut apporter la solution aux problèmes du monde. Il dit, vous avez besoin du cobalt, vous avez besoin de nos richesses, vous avez besoin de la forêt. Moi j'en ai, mais venez, moi j'ai besoin de l'emploi, j'ai besoin de la transformation. Partenariat gagnant-gagnant. Il dit, ok, le monde, la raison pour laquelle on a organisé la rencontre des Nations Unies, le monde est dans la pauvreté. Ok, moi j'ai plus de 80 milliards d'hectares de terres arables. Venez, j'ai la possibilité, investissez dans l'agriculture, j'ai la possibilité de réduire à plus de 50% la pauvreté à travers le monde. C'est ça justement le discours qu'il apporte, oui, l'image justement qu'il apporte. Très bien, mais alors, mais ce qui agace l'opposition surtout, c'est le fait que ces voyages sont quand même budgétivores. Oui, mais il faut réfléchir. Combien coûte le voyage d'un chef de l'État à l'étranger? Oui, mais il faut réfléchir, il faut faire une balance. Même la parole de Dieu nous dit, je suis chrétien en passant, même la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui n'accepte pas de perdre sa vie pour le Seigneur, la perdra. Donc, quelque part, pour gagner, il faut perdre. Donc, même quand on fait la loi de la semaille, quand on sème une graine, ça commence d'abord par mourir. On a l'impression qu'on a perdu, et après, ça naît. Donc, en fait, c'est cette vision des choses. Un investissement, au départ, ça donne l'impression d'une perte. Mais ce n'est pas une perte en réalité, parce que dans le business plan du chef de l'État, c'est un investissement pour que nous puissions avoir des retombées importantes. Si le chef de l'État fait dans un voyage, il dépense 1 million 500 dollars américains et que nous avons des retombées qui seront en termes de milliards, rassurez-vous, cela est très positif. Donc, dans la vision du chef de l'État, c'est de présenter une nouvelle nation. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, si la perception négative des autres est sur toi, tu ne vas pas avancer. Quelle est la perception des autres sur la nation congolaise ? Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des coups de feu tous les jours. Mais pourquoi est-ce que le business continue toujours à croître? Tout simplement parce que la perception est positive sur cette nation. En Afrique du Sud, il y a eu le problème de xénophobie ici. Mais pourquoi est-ce que l'image n'est pas allée négative sur les Sud-Africains? Le business continue normalement en Afrique du Sud. Parce que l'image est positive. Donc, si ton produit a une image négative, quelle que soit la qualité, tu ne vas pas bien vendre. Et le chef de l'État aujourd'hui, ayant constaté que l'image de la nation congolaise était négative, il fallait absolument changer la perception des autres sur nous. On soit considéré comme une terre d'opportunité, une nation respectueuse avec qui on peut bâtir le business du monde normalement et tout le monde sera gagnant dans la chose. Vous ne pensez pas qu'il faut commencer par le changement de mentalité? Justement, c'est un travail. Tout cela va se faire d'une manière... parallèle. Je dis tout à l'heure, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a une demande interne. Dans la demande interne, évidemment, il y a les besoins sociaux qui existent. Il y a un problème également de la mentalité qui existe. Mais pour toucher tous ces problèmes, on a besoin de capitaux. Donc, pour que les capitaux viennent, les deux vont de pair. Donc, il faut avoir le partenaire pour qu'ils viennent. Et les partenaires, pour qu'ils viennent, ils exigent la sécurité. Donc, il faut régler les problèmes sécuritaires. Donc, c'est une trilogie qui est une réalité, une exigence qui fait que si vous analysez très bien toutes les sorties du chef de l'État, tous les mouvements du chef de l'État, ça concerne les trois pôles. Si ce n'est pas la sécurité, ce sont le partenaire du côté extérieur. Si ce n'est pas ça, c'est justement le niveau de la population. Parce que c'est ça justement les enjeux actuels sur lesquels le chef de l'État table de manière à ce que 5 ans plus tard, il soit en mesure de regarder sa population en face pour le dire. Sécurité précisément. Allons-y, M. Feyo. De sécurité, il a juré, il a dit qu'il est prêt à mourir pour que la sécurité revienne. Surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'il y a comme attaque, les groupes armés, nationaux et même étrangers. Alors, quelle est la part la part de la sécurité dans tous ces déplacements qu'il est en train d'effectuer? Oui, la part de la sécurité est réelle. J'étais en Belgique quand le chef de l'État échangeait avec la Chambre de commerce verte, toutes les différentes réunions. J'ai assisté à quelques réunions. Donc, le chef de l'État met effectivement un accent sur la sécurité de la nation. Et même aux Nations Unies, il a demandé à ce qu'on puisse changer le rôle de la mission des Nations Unies, justement, parce qu'il ne veut pas que
ses partenaires importants, qui est la MONUSCO, puissent avoir un rôle passif, mais devant avoir un rôle actif qui permette justement rapidement, on règle cette question. Il continue encore dans la MONUSCO. Non, les problèmes... 20 ans après... Les problèmes, ce n'est pas une question de croire. Vous savez, dans la réalité de leadership, c'est les leaders qui donnent les exécutants la façon de faire. Le chef de l'État a une vision. Et c'est cette vision qu'il va demander l'implémentation à tous les acteurs qui sont sur le terrain, y compris la MONUSCO. Il attend de la MONUSCO un résultat dans un délai par rapport à une nouvelle façon de faire. Et il a formulé cette demande justement parce que dans sa façon d'agir, il travaille sur base, il attend le résultat. Il veut résultat. Sa perception est orientée résultat. Il faut du concret. Donc, c'est pour dire, même ces déplacements, aujourd'hui déjà, ça fait 2, 3, 4 fois il est allé à l'Est, ça démontre qu'il est proche de cette population. Il tient absolument que cette question soit réglée dans un délai record. Il est vrai, des questions sécuritaires, d'autres, on ne peut pas en parler ici, même si vous suivez les comptes rendus de réunions sécuritaires, c'est juste la forme que l'on dit, mais le fond, on ne sait pas le publier. Alors pour lui, c'est l'option militaire qu'il faut mettre à l'avant-plan. Donc il y a l'option militaire, il y a l'option sécuritaire, il y a l'option militaire, oui. Il y a diplomatique et puis d'autres options. Mais je pense que nous devons avoir une armée suffisamment forte pour pallier à toutes les actions liées à la sécurité. Et justement, l'investissement se peut également à ce niveau-là. Oui, avec les groupes armés, moi je me disais peut-être qu'il allait privilégier également les dialogues. Oui, évidemment, les dialogues existent. Vous avez vu toute cette campagne en termes de la diplomatie, le Rwanda, l'Angola, tous les pays voisins. Ouais. Ça fait partir justement dans le cadre de la CIRGEL. Oui, justement, ça fait avec l'Ouganda même. Il a même intervenu pour régler certains conflits entre certains États. Donc tout ça, ça fait partie de sa politique pour que nous puissions avoir une paix durable, une paix qui fasse à ce que l'épanouissement de tous les États. Parce que n'oubliez pas aussi que la RDC devra reprendre son leadership pour ouvrir l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la RDC était considérée comme un point bloquant pour le développement de l'Afrique. Si vous voyez du nord au sud, arriver au centre, on a l'impression que la RDC bloque le développement de l'Afrique. Donc, toutes ces choses doivent faire que la RDC se réveille de manière à ce que l'Afrique reprenne un peu sa place et joue son rôle comme il se doit. Donc la question sécuritaire demeure importante et d'ailleurs, au moment où nous en parlons, il est encore de ce niveau pour régler justement toutes ces questions. Alors, et donc il est appelé à impliquer intensément tous les pays voisins et aussi tous les pays de la SADC, par exemple. Absolument, oui. Vous savez, le chef de l'État est suffisamment ouvert parce que avec toutes les organisations sous-régionales, la CIRGEL aussi, tout ça, toutes ces organisations, il est toujours présent parce qu'il veut donner une nouvelle orientation justement dans toutes ces organisations qui aillent dans le sens de l'intérêt de la population, chacune de ces nations pour sa population, évidemment, et l'épanouissement des différents États qui se retrouveraient membres. Mais alors, je reviens à l'apport de la MONUSCO. On en a parlé, et en passant, mais vous savez que sur l'image interdite, surtout dans la partie Est, qui connaît des attaques de manière tout à fait incessante. Mais que doit faire cette force de l'ONU pour, en fait, présenter une nouvelle image aux yeux, une crédibilité aux yeux de la population? Le chef de l'État a demandé... J'ai dit tout à l'heure, ça fait 20 ans, 20 ans ou un peu plus qu'elle est sur le sol congolais, mais on a l'impression que les résultats tardent à venir. Il est vrai que ça fait 20 ans que la MONUSCO est là, parce qu'il a joué un rôle jusque-là un peu passif. C'était une mission d'observation, en fait, un rôle vraiment passif qui n'avait pas d'action. Mais à un moment, il y a eu, parce que le chef de l'État en a parlé, fort, je crois, une mission dans les années 2006 qui était venue, où il y avait des actions concrètes sur terrain. C'est-à-dire, quand on rencontre un obstacle, et ils peuvent intervenir. Le chef de l'État a demandé à ce que la force des Nations Unies change sa façon, sa mission d'action, en fait. Ça soit une mission d'intervention. C'est-à-dire, avec nos forces armées qui sont en train de se préparer, de s'équiper et de travailler encore davantage, et la MONUSCO, nos partenaires qui se retrouveraient là, ensemble, nous serions à mesure justement de terminer complètement cette question de l'insécurité. Parce qu'en réalité, cette insécurité bloque le développement de toute la région. Ça bloque le développement de toute la région. Et ce sont les inciviques qui s'épanouissent, qui s'enrichissent d'une manière ou d'une autre au détriment de nos populations. Donc, un vrai leader ne peut pas accepter
que les choses perdurent de cette manière-là. Et je suis convaincu que dans le mois ou les jours qui suivent, il y aura de solutions concrètes à ce qui concerne... Alors, sur le plan strictement intérieur, il y a dans les grandes villes, les populations ne dorment pas avec l'insécurité urbaine. À Kinshasa, on appelle les Kuluna, on a connu ces histoires de Lubumbashi, et à Goma et consorts. Mais comment faut-il, en fait, arriver à permettre à notre police nationale, par exemple, puis c'est elle qui est chargée de la sécurité intérieure, mais comment arriver donc à lui donner deux moyens de manière à pouvoir combattre tous ces gens qui sont en train de tuer parfois, d'enlever les gens et de commettre toutes sortes d'exactions. En fait, le problème d'insécurité intérieure est assez complexe. Je donne un exemple. S'il y a une source d'eau, une pression d'eau quelque part dans un gobelet et qu'il y a des trous, si vous vous mettez à bloquer des trous, la pression continuera et ouvrira de nouveau des trous. Mais il faut plutôt réfléchir comment faire bloquer la source d'eau pour que les trous-là ne réapparaissent plus. Donc, le problème de l'insécurité, particulièrement le jeune, c'est un problème assez complexe. Voilà pourquoi il faut attaquer au niveau de la source. Les jeunes ont besoin d'emploi, les jeunes ont besoin d'être éduqués, d'être formés, les jeunes ont un certain nombre de besoins absolument que l'État est censé faire pour occuper ces jeunes-là. Et quand ils seront dans l'occupation, d'emblée, d'office, la réalité sur l'insécurité s'abaisse. Pourquoi est-ce que ces jeunes gens se retrouvent aujourd'hui avec ces comportements, même si c'est un civique? Comment ils se retrouvent dans ces conditions-là? Tout simplement parce que les uns ne sont pas éduqués, ne sont pas à l'école, d'autres, les parents ne travaillent pas, eux-mêmes n'ont pas d'emploi, et ils trouvent cette facilité de développer les antivaleurs pour prendre l'argent frauduleusement ou de force auprès de qui que ce soit. Donc, dans la vision justement du chef de l'État, au-delà du travail de la police qui est censé sécuriser la population et arrêter X, Y, Z qui se retrouve dans une quelconque infraction, il y a un travail beaucoup plus profond pour donner du travail, la vision de l'emploi, et pour ramener tout le monde à l'éducation. C'est ce qui justifie justement quand le constitutionnaliste a parlé de la gratuité d'éducation de base, c'était justement pour travailler à régler également ces problèmes d'insécurité. Donc, c'est un problème assez global qui est perçu par le chef de l'État, non pas d'une manière sectorielle, mais d'une manière globale, de manière à ce que nous puissions avoir des résultats beaucoup plus efficaces. Il est vrai, la police à Kinshasa, comme dans d'autres provinces, chacun est en train de faire un effort considérable pour arriver à sécuriser la population. J'ai lu dans les journaux l'arrestation de certains inciviques, tout ça, c'est déjà un travail. Mais au-delà de ces arrestations, il faut voir de quelle manière ces jeunes gens qui subissent justement les responsabilités de l'État à un certain niveau, pour qu'on voit de quelle manière le récupérer, le réintégrer dans la société, pour qu'il devienne beaucoup plus productif pour l'intérêt général. Félix, ce que dit, est-ce qu'il se bat pour la promotion de l'agriculture? En fait, c'est la base de tous les développements dans ces pays. Les gens meurent de faim. Nous avons que près de 80 millions de terres arables. On doit vivre de l'importation. Le cas le plus récent, c'est le Katanga, par exemple, qui doit vivre du maïs importé, alors qu'on a tous les atouts possibles pour assurer la sécurité alimentaire. C'est justement ça le problème. Vous savez, un leader est celui qui sait prendre des personnes d'un point A vers un point B. C'est un problème, justement. Voilà pourquoi le chef de l'État a identifié le vrai secteur de notre développement par la mise en place d'une politique réelle sur l'agriculture. Donc, aujourd'hui, l'agriculture se retrouve comme étant la solution au problème du développement du Congo. Les minerais et tout ça, ça peut finir un jour. Ouais. Mais l'agriculture, c'est ça même le socle de développement de la nation. Donc, hier, nous étions le plus grand importateur dans l'huile de palme, dans d'autres produits on exportait, mais aujourd'hui, nous importons tout. Nous importons tout. Mais pour que la faim soit éradiquée, il faut que nous soyons à mesure de travailler dans l'agriculture. La preuve, c'est qu'à l'Est, il y a eu justement cette inauguration de ces infrastructures liées justement à la promotion agricole. C'est pour dire que le chef de l'État a un regard particulier. Il a dit... J'étais présent à la Chambre de commerce belge quand le chef de l'État a demandé aux investisseurs de venir investir dans le secteur agricole. Il a clairement dit, les secteurs miniers, c'est bien, mais je vous invite tous à venir dans le secteur agricole et je vous donne toutes les garanties
et il y a la place pour tout le monde. Et j'ai vu des partenaires avec qui on a échangé avant la réunion qui étaient un peu sceptiques, des personnes qui ont pris la décision sur place, aller à Lissala, à Guémena et dans d'autres provinces pour venir, surtout avec l'invitation que le chef de l'État a fait pour le mois de novembre. Donc c'est pour dire que le salut du Congo, même l'emploi, c'est dans le secteur agricole. Donc il y a des stratégies qui sont mises en place justement pour que dans un temps record, la population puisse se retrouver et que la faim, effectivement, soit éradiquée. Mais en attendant, je crois qu'il fallait demander à la population de retourner à la terre aujourd'hui. Mais justement, et comment l'aider à y arriver. Il faut quitter l'agriculture manuelle au profit de l'agriculture mécanisée, par exemple. Absolument. Je pense que le gouvernement est mis en place il y a a été installé, validé par l'Assemblée nationale au mois de septembre. Ça fait à peine un mois. Donc le ministre en charge de l'agriculture, qui a reçu des orientations directes via le Premier ministre et la vision générale du chef de l'État, certainement va s'y atteler pour que la matérialisation de la chose telle que vous le faites, ça soit fait. Bon, alors pour y arriver, il faut de l'argent. Il faut vraiment de l'argent. Et puis le chef de l'État avait promis, dans un de ses discours, je crois lors de sa campagne électorale, qu'il donnerait à la RDC un budget de plus de 10 milliards. Mais aujourd'hui, on est tout de même déçus. Le nouveau gouvernement, c'est à peine 6 milliards, 7 milliards, et on a des problèmes, des difficultés pour aller au-delà. Comment arriver avec un pays de plus de 10 000... Mais comment arriver? Mais comment résoudre tous ces problèmes? Faut-il toujours plonger le pays dans les dettes en allant au FMI ou à la Banque mondiale pour demander de l'argent? Il est vrai, c'est un problème réel. Le budget, la proposition que le gouvernement a faite autour de 7 milliards, pour information, vous le savez, le dernier budget qu'on a eu dans ce pays, c'était autour de 4 milliards. 4 milliards, oui. Donc, l'effort, le gouvernement a fait de 3 milliards supplémentaires. Et le vrai, ce n'est pas suffisant par rapport aux besoins de la population. Je pense que le travail qui se fait ou qui va être fait, c'est déjà peut-être certainement fait, l'identification de vrais problèmes de la population. Ces problèmes peuvent être évalués à 10, 15, 20 ou 15 milliards de dollars. Maintenant, face à ces problèmes, qu'est-ce que nous pouvons mobiliser comme revenu? Donc, le gouvernement dit nous pouvons mobiliser 7 milliards. Donc, il y a un écart d'un montant important qu'il faut couvrir. Oui. C'est là, justement, il faut parler d'une révolution budgétaire. Il faut sortir de zones réelles existantes. Il faut créer de nouvelles zones. Vous savez, quand on est habitué à une zone de confort... C'est-à-dire? Justement, quand on est habitué... Je vais y revenir. Quand on est habitué à une zone de confort, on n'a plus le courage, l'effort d'aller au-delà de la zone de confort parce qu'on s'y plaît. Maintenant, il faut sortir de la zone où on s'y plaît. Les 7 milliards, c'est la zone où on s'y plaît. Maintenant, il faut aller dans la zone où on s'y plaît pas. Il y a possibilité, justement... Par exemple, je pense que le chef de l'État est en train de travailler déjà, la mise en place d'une politique de gestion de nos ressources naturelles. Nos eaux. Quelle politique nous avons sur la gestion de nos eaux? On peut faire entrer l'argent. Quelle politique nous avons sur la gestion de nos ressources mines? On peut faire entrer l'argent. La mise en place d'une politique de la productivité. Tous ces jeunes gens, aujourd'hui, le budget de la RDC est battu sur base de 80%, de 20% par exemple du secteur informel. Il y a 80% qui se retrouvent dans les secteurs informels qui n'intègrent pas le budget de l'État. Dans les 80% là, il faut mettre en place une politique qui les intègre dans les secteurs formels de manière à ce que l'État puisse puiser l'argent. Donc, il y a cette politique à mettre en œuvre. Il y a la politique aujourd'hui dans les secteurs. Vous voulez faire allusion à la corruption, par exemple? Non, la corruption, je n'entre pas encore dans cette histoire de détournement. C'est un aspect, parce que les détournements existent. Aujourd'hui, l'ancien chef de conseil spécial du chef de l'État, l'ancien président Kabila, a dit qu'il y avait 15 milliards de dollars qui échappaient au trésor public à cause de la corruption, tout ça. Il y a les 15 milliards là également à récupérer. Je suis convaincu que le gouvernement a mis en place des stratégies pour récupérer les 15 milliards. Donc, il y a toute une série d'actions à mettre en place qui vont produire au-delà de ces 7 milliards. Le 7 milliards se présente aujourd'hui comme le voie officielle, identifiée, connue, qui peut faire entrer l'argent.
Mais au-delà de ces voies, il faut créer d'autres voies parce qu'il faut régler les problèmes de la population. Notamment l'endettement. Notamment l'endettement. Il y a l'endettement, tout ça c'est vrai. Mais les problèmes d'abord de la population, il y a la gratuité qui prend elle-même déjà 2,8 ou 9 milliards de dollars. Ouais. Il y a la question sanitaire de la santé d'une manière générale qui va prendre autour des 1 milliard. Il y a le fonctionnement des institutions, il y a le paiement de fonctionnaires, il y a tout ça. Le pays risque d'être bloqué. Non, le pays ne sera pas bloqué parce que nous avons affaire à un leadership qui réfléchit solution au lieu de problème. Le chef de l'État a conclu son discours aux Nations Unies en disant « Ce qui fait de nous des hommes, c'est notre capacité justement de réfléchir solution à la place des problèmes. » Donc, tous ces problèmes qui se présentent sont comme des opportunités justement qui nous permettent de le régler par des solutions concrètes. Et toutes ces tournées justement sont justifiées parce qu'il est en train de travailler de manière à ce que des solutions concrètes soient trouvées, les capitaux disponibles soient là, et que le Congolais se retrouve dans la joie, dans l'épanouissement, conformément aux promesses qu'il a faites pendant sa campagne. Et le FMI et la Banque mondiale, là on va s'enfoncer davantage vous savez, dans les endettements. Vous savez, aujourd'hui, tout dépend de l'intelligence qu'on utilise pour savoir gagner auprès du plus fort. Le monde aujourd'hui fonctionne, il y a le plus fort, il y a le plus faible. Il ne faut pas qu'on puisse se voiler la face. Aujourd'hui, la RDC, qui était considérée comme un fort financièrement, n'est plus cette RDC-là. Donc, il faut aujourd'hui travailler avec notre intelligence pour qu'on puisse remettre la RDC dans son positionnement. Et pour y arriver, on n'a pas de choix, il faut faire marche avec le plus fort financièrement. Et ces partenaires-là se retrouvent également aujourd'hui comme des partenaires indispensables qui puissent nous aider. Tout va dépendre de la discipline de gestion. Nous pouvons prendre le même crédit, toi et moi, à la banque, mais toi, aussitôt que tu as le crédit, tu t'achètes, je ne sais pas, de Jeep, tout ça, et tu ne seras plus remboursé. Mais moi, j'ai le crédit, j'investis, et je produis, et quand je rembourse le crédit, je reste libre et je m'épanouis, et je suis riche. On te donne, toi et moi, une graine d'arachide, toi tu vas voir, tu achètes le pain, tu manges, moi avec la graine d'arachide, je vois que je dois faire une grande plantation, pour que je ne puisse plus jamais perdre, manquer de graines d'arachide. Tout dépend de la vision. Et le chef de l'État a une vision. Et c'est cette vision-là, il prend toutes ces réalités, il les intègre dans sa vision pour atteindre le résultat. Alors, mais en attendant la diversification de l'économie, il faut plus de traçabilité dans la gestion de nos minéraux. Mais évidemment, voilà pourquoi, et ça, je veux bondir sur une question importante. On l'a vu en Belgique, à Anvers, pour la question des diamants. Il y a eu même des lettres d'intention qui étaient signées. Mais justement, évidemment, tout ça, c'est la diversité, ce sont les affaires pour l'intérêt général. Mais j'aimerais plutôt rebondir sur une question importante, parce que le chef de l'État a parlé d'une pensée, il a dit qu'il est concentré vers l'avenir, il ne va pas puiser, il ne va pas creuser le passé. Et ça, j'aimerais bien, parce que ça cadre plus ou moins avec votre question, il est concentré beaucoup plus sur le avenir. Vous savez, la réalité de notre nation est telle que les organes de notre nation devaient normalement fonctionner, entre autres la justice. Ouais. Entre autres la justice. Donc, le chef de l'État, dans sa pensée, il s'est dit, lui en tant que leader, il a une vision du Congo, il veut bâtir un État de droit, c'est-à-dire un État où la justice sera correcte, où la personne qui a volé l'argent de l'État aura affaire à la justice, ou le procureur pourra interpeller qui que ce soit. Donc, il se concentre pour poser tous ces organes qui puissent fonctionner selon leurs règles. Et il reviendra maintenant à ces organes de jouer leur rôle constitutionnel pour traiter tous les problèmes de la République. Vous comprenez? Donc, ici, il est très important parce qu'il y a des débats sur terrain qui disent que non, le chef de l'État veut faire table rase, il a oublié, tout ça. Non, ce n'est pas son travail de rentrer pour identifier les problèmes judiciaires, par exemple, parce qu'il y a une séparation de pouvoir. Oui, lui, son rôle, c'est de se rassurer que tous les organes fonctionnent normalement et que chaque organe pourra jouer son rôle dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Prenons par exemple ce qui s'est passé au mois de janvier 2018, où il y a eu ce jeune homme, Rossi Chimanga, qui a été assassiné à bout portant comme ça, avec une balle réelle. Donc, c'est une réalité. Mais s'il ne gère pas la question de la manifestation publique, où la police n'est pas autorisée à se retrouver avec des balles réelles, mais on aura encore ces problèmes dans l'avenir. Donc lui, sa question, c'est de se rassurer
que tout l'avenir est correctement traité et que s'il y aura manifestation à l'avenir, que ce genre de Rossi, la situation des Rossi ne puisse plus se reproduire et que la justice est dans la capacité et dans la responsabilité de faire correctement son travail sans intimidation, il pourra se saisir de toutes les plaintes, de tous les dossiers qui sont sur la table et interpeller qui que ce soit par rapport à toute question et la justice sera faite. Et voilà un peu c'est que la vision. Non, mais cette justice-là, il va la transformer comment? Est-ce en remplaçant les gens ou tout simplement en changeant de méthode, de mentalité? Le travail de changement de mentalité. Il ne faut pas remplacer X par Y. Non, c'est pas... Tout le monde... Vous savez, un seul joueur, le même joueur, avec un entraîneur à qui on donne un système de jeu, peut faire un faux match, un autre entraîneur vient, il utilise le même joueur avec un autre système de jeu, il fait un excellent match. Ici, il faut considérer que le chef de l'État est un grand coach, un coach national. Et il a auprès de lui les différents joueurs. Les joueurs qui sont venus par rapport à la coalition, FCC Cash, peut-être hier, ils ont travaillé d'une certaine façon. Mais lui, il les a en face de lui comme des joueurs, il met en place un classement, et ce classement, il attend le résultat de chacun. Il attend les résultats de chacun. C'est un autre système de jeu dont le résultat est indispensable. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le reste là, chaque organe va travailler. Si quelqu'un ne fait pas correctement son travail, il détourne l'argent de l'État, il va rencontrer la justice et la justice va s'occuper de lui. Et lui-même, il tient à ce qu'effectivement, il y ait cette séparation de pouvoir et que la République puisse fonctionner selon les normes. Très bien. Alors, revenons à la diversification de l'économie dans un pays qui ne compte que sur les minéraux depuis des années aujourd'hui. Est-ce que pour lui, dans cet objectif de diversifier l'économie, en attendant qu'on y arrive, est-ce qu'il compte sur la traçabilité dans la gestion des minéraux? Mais évidemment, c'est un travail de fond qui est en train de se faire, cette traçabilité. Bon, vous savez, il y a certaines choses que le chef fait que toi et moi nous ne comprendrons pas parce qu'il a les éléments beaucoup plus importants. Les éléments beaucoup plus importants. Il est vrai, justement, cette traçabilité est importante. Aujourd'hui, j'ai reçu une information selon laquelle il y avait quelqu'un qui avait besoin d'avoir une quantité importante d'une certaine de nos matières premières. Il a appelé une société et cette société lui a répondu, écoute, on ne sait pas vous produire parce que toute la quantité que nous produisons est déjà achetée. Vous comprenez, c'est fort ça. Tout ce que nous produisons est déjà acheté. Donc la question de la traçabilité est importante. C'est acheté par qui? C'est acheté comment? À quel coût? Vous savez, nous produisons des grandes quantités énormes, mais qu'est-ce qui entre chez l'État, justement? Qui rapporte presque Ça rien. rapporte presque rien. Toutes ces choses, il faut effectivement une traçabilité. Voilà pourquoi il faut une politique appropriée de la gestion de nos ressources minières. Et c'est cette politique mise en place qui va nous aider, justement, à se saisir de toutes ces réalités et créer une réforme qu'il faudra pour l'intérêt de notre peuple. Alors, éducation nationale, aujourd'hui, avec la gratuité dans l'enseignement fondamental, l'idée a été applaudie par tout le monde, mais sur le terrain, on a l'impression que les choses sont en train d'avancer par à-coups. Et comme on dit, il y a des remous par-ci, des grèves par-là, il y en a qui... Mais comment faire, en fait? Est-ce qu'on n'a pas agi précipitamment? Non, on n'a pas précipité les choses. Parce que vous savez, le monde du changement, c'est pas tout le monde qui voit positivement les changements. Les changements, c'est un monde inconnu. On a l'impression que ça n'a pas été préparé parce qu'il n'y a pas d'argent pour tout ça. Oui, mais si nous avions reporté cela l'année prochaine, on allait avoir le même problème. Disant, on allait toujours dire que ça n'a pas été préparé. Ça, c'est la peur de l'inconnu, justement. Un grand leader n'a pas peur de l'inconnu. Il affronte, il prend le risque pour l'inconnu. Mais un petit leader a peur de l'inconnu. Il ne veut pas s'engager parce qu'il s'est dit, j'ai peur que telle chose nous arrive. La gratuité de l'enseignement, c'est une réalité constitutionnelle qui devait commencer depuis longtemps. Aujourd'hui, dans la République, nous avons plus de 30 millions de Congolais qui ne savent ni lire ni écrire. Parce que le taux d'analphabète aujourd'hui est de 33 à 40%. Aujourd'hui. Donc c'est criminel. C'est même plus d'ailleurs. C'est même plus. C'est criminel aujourd'hui de faire passer encore une année. Chaque fois que nous reportons, nous augmentons le nombre d'analphabètes. Mais les besoins sur le terrain sont tels que... Voilà pourquoi. Les besoins sont tels que c'est vrai. Mais voilà pourquoi le chef de l'État parle de la solidarité dans la société sociale. Mais ceux qui créent de grève aujourd'hui représentent quelle proportion par rapport au problème général de la République? J'ai entendu, il y a des enseignants
qui touchaient autrefois 500, 600 ou 900 $, qui se plaignent parce qu'ils vont peut-être avoir 200, 300 $. Mais on n'a pas, ils représentent, j'ai essayé d'estimer, ils représentent même pas 5%, peut-être 2,5% ces enseignants et à Kinshasa. Mais si vous prenez... Il n'y a pas que cela, il y a aussi les frais de fonctionnement dans les écoles. Non, on va y revenir. Mais si vous prenez l'ensemble, les enseignants qui autrefois touchaient 50 000 francs et aujourd'hui se retrouvent avec 200, 250 $, vous comprenez la joie que ça produit. Il est vrai, c'est une difficulté. Le chef de l'État lui-même en a parlé. Il faut trouver un juste milieu pour tout le monde. Justement, la crainte de ceux qui sont en train de gréver, c'est un secteur sectoriel. Mais il faut d'abord voir le secteur global. Parce que nous sommes dans une solidarité nationale. Il faut le secteur global stabiliser tout le monde. Du reste, si on doit dire les choses par rapport à la loi, tout ce que les enseignants là touché, c'était des primes. Une prime n'est jamais un acquis. C'est le salaire qui est un acquis. Quand on te donne ces montants comme salaire, c'est un acquis, on ne peut pas changer. La prime est fonction des performances, des entrées des uns et des autres. Alors, où trouver l'argent maintenant? Aujourd'hui, avec un budget de 7 milliards, aujourd'hui, vous en avez parlé ici, mais c'est un problème. Aujourd'hui, cette difficulté, justement, c'est une difficulté identifiée. Il y a un gouvernement qui est mis en place. Son travail, c'est justement trouver des solutions pour que cette question soit réglée. La gratuité de l'enseignement a un impact beaucoup plus positif que négatif. Donc, beaucoup plus positif que négatif. Parce qu'aujourd'hui, ces parents-là, ils sont plus de 80% de notre population qui se réjouissent de voir que la charge des enfants, cette charge-là est réduite. Il y a des enfants qui chômaient à la maison, qui vont à l'école. Donc, la crainte de cette minorité qui sont en train de s'agiter va être résolue par le gouvernement et ce gouvernement qui est en place va le régler et les choses vont aller. Le chef de l'État lui-même a dit le jour du lancement, ça ne sera pas une opération facile, mais la roue devra tourner. Nous allons progressivement identifier les problèmes. C'est en identifiant les problèmes et en les résolvant que l'année prochaine, que cette machine va correctement tourner. Donc, nous sommes dans une période de turbulence, il est vrai, mais positivons cette turbulence et mobilisons-nous tout ensemble pour que cela soit un succès pour l'intérêt de la République. Et en matière de santé, maintenant aujourd'hui, le chef de l'État dans ses déplacements, la santé, ça représente quoi dans son programme? Il y a une politique que le chef de l'État a annoncée d'ailleurs sur la santé, la couverture de la santé. Autour de lui, il y a des personnes qui travaillent là-dessus parce qu'il tient justement. Aujourd'hui, la population congolaise se retrouve comme un potentiel important qui peut nous booster au développement. Il y a l'éducation, il y a la santé. Donc, les 80 millions de Congolais que nous conscions aujourd'hui, peut-être un peu plus, s'ils ne sont pas éduqués, s'ils ne sont pas en bonne santé, on ne saura pas produire. Donc, ce qui fait que les deux secteurs clés du social de la population, ce sont de priorités pour lui. Donc, il y a une politique sanitaire sur qui est en train d'être travaillé maintenant, qui va certainement être publié dans les jours qui viennent, de manière à ce que le secteur sanitaire de la population congolaise soit garanti sous forme d'assurance, des histoires comme ça, soit garanti que chaque Congolais soit à mesure au moins de régler ses problèmes de base de la santé et que ça permettra à ce que nos ressources humaines, qui est la force de la production, soient justement dans En attendant, il y a Ebola qui menace. Ebola, vous avez remarqué, le chef de l'État lui-même s'est engagé à piloter cette commission. Ça menace, c'est vrai, mais la période où il a pris la commande et aujourd'hui, il y a une très sensible amélioration et cette question reste prioritaire dans tous ses discours, dans toutes ses actions pour que justement la question d'Ebola soit finie. Il a fait la promesse de l'éradication de cette maladie pendant l'année. Donc nous sommes convaincus avec toutes les actions qui sont en train de se faire, effectivement cette maladie sera éradiquée comme il a promis. Oui, il en a parlé au Japon, il en a parlé à l'ONU. Exactement. Et même en Europe. Exactement. Donc c'est déjà un engagement. Donc quand le chef parle, il faut faire foi à ces actions. Je me souviens à l'époque du impair, quand on définissait les moboutismes, on disait que c'était l'ensemble de la pensée, de l'enseignement, du discours du chef de l'État. Du guide. Donc, du guide, vous comprenez. Quand le chef de l'État parle, il faut faire foi au discours du chef de l'État, parce qu'il est crédible, justement. Merci, M. Fiando. Alors, on va aborder le dernier aspect. Le temps passe très vite. Alors, la diplomatie. Ouais.
Maintenant, j'ai posé la question au début de cette émission, la question de savoir en fait, quelle image le chef de l'État voulait vendre à l'extérieur. Mais il y a quand même un problème. La Belgique est un grand partenaire, un pays avec lequel on a une très longue histoire, depuis des années jusqu'à ce jour. Une longue histoire, en fait, émaillée de beaucoup de turbulences. Mais comment doit-il agir de manière à ce que cette fois-ci, on puisse évoluer sans trop de problèmes? Donc, vous savez, avec ces pays, la Belgique. Les Congo, d'abord, il faut considérer que le Congo, ce n'est pas une nation comme toutes les autres nations. Le Congo a un rôle hyper stratégique qu'il joue, pas seulement en Afrique, mais sa perception dans le monde, c'est autre chose. Je vous rappelle qu'à la table ronde à la conférence de Berlin, l'unique État africain qui était représenté sans représentant, c'est l'État indépendant du Congo. Les historiens pourront me corriger si je suis à côté. Donc, c'est pour dire que les enjeux du Congo sont des enjeux hyper importants. Et la Belgique a un rôle très important qu'il joue sur la stratégie mondiale de l'épanouissement du Congo. Donc, le système fonctionnel du monde, il faut bien l'analyser si tu veux t'épanouir. C'est comme un entraîneur qui regarde le système de jeu de l'équipe adverse, il analyse et il sait comment placer ses joueurs pour gagner le match. Ça, c'est ce que le chef de l'État est en train de faire maintenant. Il a analysé le système fonctionnel du monde. Et c'est ce système fonctionnel du monde qui lui permet justement de toucher le secteur indispensable qui puisse permettre à la RDC de décoller. Alors, le secteur indispensable, entre autres, c'est la Belgique. La Belgique... Oui, et alors, le sort de la Belgique, de la RDC doit passer par la Belgique. Non, ce n'est pas le sort de la RDC qui doit passer par la Belgique. Nous sommes un État souverain. Il faut savoir négocier. Dis donc, aujourd'hui, si, Monsieur Oscar, on vous dit que vous devez faire un combat de catch avec Hulk, mais tout le monde sait déjà que vous allez perdre, parce que Hulk a toute la stratégie de trucs. Mais vous pouvez mettre en place une intelligence qui puisse permettre à ce qu'on puisse faire écouler Hulk, ou tirer quelque chose de Hulk. C'est un peu ça l'intelligence. Si on doit aller dans les rapports de force, on ne doit pas s'en sortir. Mais il faut aller beaucoup plus dans les secteurs de l'intelligence, savoir comment tirer des autres pour notre développement. Et pour tirer des autres, il faut une très bonne diplomatie. Et nous connaissons le rôle que joue la Belgique dans la stratégie mondiale et internationale. Ça ne sert à rien de faire la guerre avec quelqu'un qui est plus fort que toi. Il faut soit dialoguer, soit négocier, soit faire route ensemble. Et par-delà la Belgique, l'Union européenne. Justement, la Belgique, c'est ça le siège justement de l'Union européenne, c'est au niveau de la Belgique. Donc, au niveau de l'Europe, la voix de la Belgique est entendue. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de sa configuration géographique qui est tout petite, mais dans la configuration internationale stratégique, la Belgique est trop costaud. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État, il négocie avec la Belgique qui a pratiquement l'Union européenne. Il négocie avec les États-Unis qui a une influence, il négocie avec le Japon. Donc, il a trois secteurs clés importants du monde international. Donc, il faut redéfinir les lignes de partenariat. Il faut redéfinir tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État redéfinit le partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas de relations, il est vrai avec la Belgique, nous avons des relations historiques qui existent, mais dans les termes, sur le plan économique et autre chose, ce sont des relations gagnant-gagnant. Même dans la présentation de l'image du Congo, ce sont des partenariats gagnant-gagnant. Il les a tous invités. Je crois qu'il y a une invitation qui a été lancée pour le mois de novembre, qui sont tous censés venir, ils sont tous mobilisés et engagés. Mais ce qui a été beaucoup plus reproché à la Belgique par nos différents régimes, c'est ce qu'on appelle l'immixtion dans les affaires intérieures de la RDC. Bon, vous savez, aujourd'hui dans le monde... paternaliste, ouais, mais il n'y a pas que ça. Vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle les droits d'ingérence aujourd'hui qui existent, qui a été créé. Donc, si aujourd'hui, toi, en tant que père, tu enfermes ton enfant à la maison en train de les tuer, moi, en tant que voisin, j'ai le droit de m'ingérer pour t'empêcher de les tuer. Les droits d'ingérence. Donc, tu peux te dire, c'est mon fils, j'ai le droit de le faire du mal, mais tu n'as pas ce droit parce que je me rends compte que tu violes certaines règles. Les droits d'ingérence est garanti aujourd'hui dans le système fonctionnel international et mondial. La Belgique, il est vrai, peut-être il est allé un peu au-delà, mais comment est-ce que nous-mêmes, nous avons travaillé pour nous faire respecter? Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de travailler pour présenter un Congo respectable, un Congo fort, un Congo grand. Évidemment, les autres ont de l'avance sur nous. Cela ne veut pas dire que parce que vous avez de l'avance sur nous, nous sommes plus petits, nous ne devons pas être respectés. Il veut
dans notre petitesse, on soit respecté, petitesse entre guillemets, mais en termes de vocation, nous sommes un pays fort, grand et puissant, mais nous devons travailler conformément à notre vocation, à notre identité. Et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. J'étais présent quand j'ai vu la manière dont le chef de l'État a été accueilli en Belgique. J'étais fier d'être congolais. J'étais présent dans le palais où tous les Congolais, toute la diaspora s'est réunie pour accueillir le chef de l'État à Bruxelles. Quand on a entonné l'hymne national, mon Dieu, pour la première fois, j'ai eu de la chair de poule de voir tout un peuple mobilisé de milliers de personnes chantant l'hymne national. Les gens chantaient avec leur cœur. Donc c'est pour dire que cet esprit d'appartenance, de patriotisme, aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, la même chose. Donc vous comprenez que ce sont de réalités que nous sommes en train de bâtir. Pour bâtir une nouvelle nation, une nation forte, puissante au cœur de l'Afrique, on a besoin justement de cette impulsion nouvelle, d'un nouveau type de leadership, de manière à ce que tout le monde puisse s'identifier à ces leaderships-là. Non pas un leadership de faiblard, de défaitistes, mais un leadership qui montre la grandeur et la puissance de notre nation. Et c'est que le chef de l'État est en train de faire. Merci beaucoup, M. Findo Doboni. C'est votre mot de la fin. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Eh bien, on va retrouver notre invité dans une de nos émissions après quelques jours. Merci de nous avoir suivis.